Bonsoir à toutes et à tous. Mon nom est Jean-Paul David, membre du bureau de la Fabrique de l'exportation. Alors, on a le plaisir ce soir d'accueillir Manon Mesqui qui va s'entretenir avec nous sur le thème qu'on voit, la stratégie d'internationalisation des PME exportatrices face au choc exogène. Donc, Manon, qui est aussi professeure assistante en management international et stratégie à ESCA School of Management. Et donc, la façon qu'on va procéder, c'est qu'il va y avoir la présentation de Manon, plus ou moins une trentaine de minutes, et qui va s'enchaîner par un échange, des échanges, donc des questions, des feedbacks, des retours sur la présentation, donc une discussion. Et donc, les questions, vous levez la main virtuellement, tout simplement, pour les poser. Donc, vous vous inscrivez dans la file d'attente. Sinon, ça peut être aussi par le chat où vous posez votre question là, et puis on va essayer de suivre, respecter l'ordre aussi. Donc, voilà. Et puis, juste mentionner que la présentation, elle est enregistrée. Et sans plus tarder, je cède la parole à Manon. Merci à tous. Merci Jean-Paul pour la présentation. Vous m'entendez tous bien? Oui, c'est bon? Oui, Ouais, très bien. Merci. parfait. Bonjour à tous. Alors, je suis Manon Mesqui. Bon, comme on vous l'a présenté, je suis professeure de management international et de stratégie à l'ESCA sur le campus d'Aix-en-Provence. Récemment aussi, donc j'ai soutenu ma thèse à l'IAE de Nice sous la direction de Ulrike Meyerhofer qui participe assez régulièrement au webinaire de la Fabrique de l'exportation. Je tiens tout d'abord déjà à remercier la Fabrique pour cette invitation à présenter mes recherches. Donc, mes travaux de recherche ainsi que mes travaux de thèse se concentrent principalement sur les stratégies d'internationalisation et plus particulièrement sur les stratégies d'exportation des PME face aux chocs, aux risques externes sur les marchés étrangers. Les résultats que je vais présenter aujourd'hui sont largement basés sur l'un des articles issus de ma thèse et ils s'appuient plus généralement sur des travaux antérieurs, des travaux conceptuels et des travaux théoriques que j'ai pu mener sur le concept de choc exogène en relation justement avec ses implications sur les stratégies d'internationalisation des entreprises. Donc je suis ravie aujourd'hui de discuter ces sujets avec vous et donc du coup ces sujets sont, la façon dont j'ai traité ce sujet est assez académique, donc j'essaie autant que possible de développer des implications pratiques, managériales, concrètes, et je serais ravie donc d'échanger avec vous et d'avoir vos retours et vos impressions sur ces contributions. Voilà, des retours d'expérience aussi, ça c'est très utile pour mes recherches, notamment la publication de cette recherche. Alors, donc pour débuter cette présentation, je vais tout d'abord définir le concept de choc exogène. Donc il y a un concept clé dans mes recherches. Donc en quelques mots, qu'est-ce qu'un choc exogène? Un choc exogène, ce sont des événements brutaux, incertains, soudains, imprévisibles, issus de l'environnement externe des organisations, des entreprises, et qui causent un fort climat d'incertitude et de menaces répandues au-delà de la zone touchée. Donc on peut prendre des exemples assez concrets et récents de chocs exogènes. On peut penser au conflit actuel, Ukraine-Russie, au conflit israélo-palestinien, à la pandémie Covid-19, à des exemples un peu plus anciens, mais aussi qui font référence à ces événements, comme par exemple l'accident nucléaire de Fukushima, les attentats du 11 septembre, la crise financière de 2007-2009. Donc qui caractérisent un ensemble d'événements qui répondent à cette même définition de choc exogène qui caractérise des événements à faible probabilité, mais fortes conséquences. Fortes conséquences avec des impacts dévastateurs sur l'environnement opérationnel. Donc,
Effectivement, donc tous ces événements, malgré leur grande similarité et qui répondent tous à cette définition de choc exogène, j'ai cherché un petit peu à caractériser aussi leur spécificité. Qu'est-ce qui fait aussi la spécificité de chaque type de choc? J'ai découpé cette typologie des chocs sous trois critères. Le premier critère est le critère d'étendue géographique des chocs, allant de chocs très localisés à des chocs très globalisés, mondialisés, où d'une part, on va retrouver les chocs d'ampleur mondiale. Ce sont des événements effectivement qui sont diffus et diffusés par des canaux internationaux qui touchent par leur effet d'onde de multiples régions du monde, comme par exemple des crises financières, comme la crise financière mondiale de 2007-2009, la pandémie Covid-19. Et on va retrouver aussi des chocs qui sont relativement très localisés, aux conséquences très localisées sur un marché ou une région géographique très spécifique, comme par exemple des catastrophes naturelles, des catastrophes industrielles ou technologiques, des conflits armés, des crises politiques, qui sont très effectivement localisées et qui vont influencer les activités des firmes opérant sur justement ces marchés touchés. On peut penser que ce critère d'étendue géographique reste relativement, même malgré un aspect très objectif, ses contours restent là relativement flous. En effet, quand on pense au choc actuel, par exemple au conflit russo-ukrainien, même si l'épicentre du choc est très localisé, les effets directs comme indirects touchent bien au-delà, les acteurs bien au-delà du marché ou de la région affectée. Le deuxième critère qui permet aussi de classifier ces chocs est le critère d'effet. Effet perçu, allant des effets perçus à peu sensationnels, avec des conséquences directes perçues comme peu dramatiques, à des chocs, donc jusqu'à des chocs avec des effets perçus beaucoup plus sensationnels, avec un effet dramatique beaucoup plus important. Ça s'appuie sur des recherches existantes en psychologie qui justement étudient les différentes perceptions de choc, en montrant que certains types d'événements peuvent être surestimés par de nombreux biais cognitifs, comme par exemple les catastrophes industrielles, les attaques terroristes, les conflits. Et d'autres chocs peuvent être sous-estimés, avec une perception moins sensationnelle, comme par exemple des catastrophes climatiques ou des crises économiques. Encore une fois, ce degré, ces effets perçus peuvent être relativisés, notamment en fonction du profil socioculturel de l'acteur. Euh, on peut imaginer un même type de choc, en fonction de la fréquence d'apparition dans l'environnement opérationnel, de l'habitude d'apparition de ces chocs pour certains types d'acteurs, relativise l'effet de choc par rapport à d'autres acteurs. Donc, par exemple, des firmes égyptiennes qui exportent en Syrie peuvent être habituées à un certain type d'événements que, par exemple, des firmes européennes ne connaissent ou expérimentent moins. Donc l'effet de choc perçu peut être relativisé en fonction justement du profil de l'acteur concerné. Le troisième critère est le niveau, le degré de participation humaine dans l'apparition du choc, où on peut différencier justement des chocs avec un fort degré de participation humaine, comme des conflits, les attaques terroristes, des catastrophes industrielles, et des chocs avec une participation humaine qui est plus faible, comme par exemple des catastrophes naturelles, des catastrophes biologiques. Encore une fois, ce critère peut être relativisé, notamment par le fait que les catastrophes naturelles, les catastrophes climatiques, les catastrophes biologiques peuvent être amplifiées, aggravées justement aussi par des causes humaines. On pense à la pollution, la surpopulation, etc., qui tendent à potentiellement accroître l'apparition de ces événements. Donc, dans un chapitre conceptuel, dans un article théorique, justement, j'ai effectué une forme de typologie des chocs en fonction de ces trois critères et ces spécificités, où je distingue donc les crises économiques et financières, les conflits armés, les crises géopolitiques, les catastrophes naturelles et climatiques, les catastrophes industrielles et technologiques, les catastrophes biologiques et enfin les attaques terroristes. En fait, cette démarche, elle vise à justement de classification, permet justement de mieux comprendre la diversité des chocs et de fournir une base théorique solide pour justement permettre d'analyser les effets de ces différents chocs sur la gestion de ces événements, notamment sur les marchés internationaux.
Donc, comme on l'observe actuellement, la forte interconnexion de nos économies tendent à démultiplier l'ampleur, mais aussi la fréquence d'apparition de ces chocs, exposant les firmes, et notamment leurs activités internationales, à de multiples formes de chocs. Cela va de conséquences très directes, très localisées, comme par exemple un nombre de victimes, des destructions matérielles, des destructions d'infrastructures, une perturbation des échanges internationaux, à des conséquences plus indirectes, comme par exemple une augmentation des restrictions gouvernementales, une baisse de la demande étrangère sur un marché spécifique, une érosion de la confiance dans le commerce international, une augmentation des barrières protectionnistes qui tendent à impacter notamment les opérations d'export. Donc en somme, les conséquences des chocs exogènes, l'apparition de ces chocs sur les marchés étrangers tendent à augmenter les coûts, mais aussi les risques associés aux activités internationales des entreprises et tendent à influencer de ce fait leurs décisions stratégiques sur les marchés étrangers. Donc c'est dans cette perspective et pour répondre à l'intérêt grandissant d'étudier justement les effets directs de ces différentes formes de chocs sur les stratégies d'internationalisation que j'ai réalisé, donc j'ai collaboré avec Ulrike Meyerhofer de l'Université de Côte d'Azur et Antonio Maiocchi de la Luiss Université à Rome, pour étudier justement les effets directs de différentes formes de chocs sur la variation des stratégies d'internationalisation des PME exportatrices. Donc, cette recherche a été présentée à des ateliers, aussi des conférences académiques internationales est en voie de soumission à dans une revue académique. Donc, pour un petit peu contextualiser cette recherche répond à trois grands constats. Le premier constat, ça découle un petit peu de cette introduction un peu étendue sur le concept de choc exogène, qui montre que la mondialisation tend à effectivement démultiplier l'ampleur et la fréquence d'apparition de ces chocs, et tend à exposer les firmes, et notamment leur activité internationale, à diverses formes de chocs. Et ces chocs génèrent un fort climat d'incertitude, souvent qualifié d'incertitude anormale, qui vont influencer, donc ces différents chocs vont influencer les choix stratégiques de ces firmes opérant sur les marchés touchés. Le deuxième constat, donc ce qui découle de ce premier constat, c'est que au niveau des recherches qui portent en management international, qui portent sur les effets des chocs, sur les stratégies d'internationalisation, la plupart des recherches se sont focalisées sur les comportements des multinationales. Pourquoi les multinationales? Bon, en effet, parce que les multinationales, donc, par définition, sont des firmes qui présentent un fort engagement financier sur les marchés étrangers par des modes d'entrée très capitalistiques à travers l'établissement de filiales, des joint ventures, des opérations de fusion-acquisition, et sont donc directement exposées aux conséquences des chocs. Pertes humaines, dommages matériels, traumatismes chez les employés, expatriés, etc. Et de plus, ces recherches portant sur les comportements des multinationales s'avèrent être très focalisées sur les réactions stratégiques sur le marché touché, dans une analyse donc très locale des décisions stratégiques de ces firmes. Or, l'idée principale et vraiment l'axe principal de cette recherche et l'originalité de cette recherche, c'est d'étudier les comportements des firmes, non pas au niveau très localisé, mais au niveau de l'ensemble de la stratégie d'internationalisation, dans l'idée que même si un choc est très localisé sur un marché étranger, la firme ne va pas uniquement réadapter sa stratégie d'internationalisation sur le marché affecté comme un projet totalement isolé du reste de sa stratégie, mais va réagir stratégiquement au niveau de l'ensemble de sa stratégie d'internationalisation. L'ensemble, notamment, moi je reflétais notamment sur l'ensemble de son portefeuille de marché, c'est-à-dire l'ensemble des marchés sur lesquels elle opère. Donc dans cette perspective un petit peu globale, holistique, de prise en considération des comportements des firmes, le portefeuille de marché apparaît comme un indicateur assez intéressant pour justement évaluer les changements dans le degré d'internationalisation, mais aussi dans les variations de la configuration de la stratégie d'internationalisation de ces entreprises. Le portefeuille de marché est aussi, on s'avère être très fréquemment associé au mode d'entrée de l'export. Donc pourquoi? Parce que le mode d'entrée, donc par définition, le mode d'entrée d'export est un mode d'entrée
moins capitalistique, qui nécessite moins de ressources pour s'engager sur les marchés étrangers et permet de s'étendre assez rapidement ces activités sur de multiples marchés, dans une stratégie par exemple de diversification des risques, diversification des marchés, augmentation des parts de marché, etc. Et par ce faible investissement, cela permet d'observer des variations assez rapides et significatives de la configuration de la stratégie d'internationalisation par des mouvements assez rapides d'entrée sur les marchés, de retrait ou de réentrée. Donc là, c'est l'idée d'observer des variations rapides et significatives de la stratégie d'internationalisation à la suite de chocs. Ce qui nous permet donc d'arriver au troisième constat. Et le troisième constat, c'est que ce mode d'entrée de l'export est souvent associé aux stratégies d'internationalisation de plus petites firmes, et notamment des PME, petites et moyennes entreprises. Elles apparaissent donc effectivement avoir un rôle croissant à l'international, mais sont caractérisées souvent par de plus fortes contraintes en termes de ressources et de capacités qui peuvent les rendre potentiellement beaucoup plus vulnérables face à l'apparition de chocs sur les marchés étrangers. On peut s'attendre à ce que cette plus forte sensibilité aux fluctuations, aux conditions environnementales, va se retranscrire, va se refléter justement dans des variations assez rapides, des variations assez significatives dans la configuration du portefeuille de marché, en fonction voilà, des contextes, des opportunités, mais aussi des menaces rencontrées sur ces marchés. Ce qui m'amène donc à la problématique générale générale de cette recherche, qui est d'étudier donc comment les PME réagissent-elles à de multiples chocs exogènes sur leur marché à l'export. Donc pour étudier cette problématique, cette recherche se fonde sur un raisonnement par option réelle, donc la théorie des options réelles. Donc pour faire un point très rapide pour essayer de vulgariser et de faire un point très rapide sur cette théorie qui est très intéressante, cette théorie provient des mathématiques financières et est très souvent appliquée aux travaux en management international. Et pour faire un point très rapide sur cette théorie, on peut faire une analogie avec une fable assez connue de la fable de La Fontaine, qui est la cigale et la fourmi, où on va avoir la cigale et la fourmi qui perçoivent, donc l'idée c'est une perception de l'incertitude qui va différer, où on peut voir que les firmes, dans cette idée de perception de l'incertitude, les firmes perçoivent l'incertitude, mais aussi la préparation à l'incertitude de manière complètement différente, peuvent le percevoir de manière complètement différente. Dans une temporalité T, les firmes peuvent opérer différents choix stratégiques qui feront varier leur degré de vulnérabilité face à l'incertitude dans une temporalité future. Donc ces différents choix stratégiques protégeront ou au contraire exposeront davantage les firmes à ces événements inattendus, brutaux, incertains dans leur environnement opérationnel. Donc l'idée dans la logique des options réelles, donc les choix stratégiques s'apparentent à des choix d'investissement pour les firmes qui leur fournissent un certain nombre d'options. Et ces choix stratégiques donc, confèrent effectivement à la firme un grand nombre d'options pour des décisions stratégiques futures, lui permettant par exemple de saisir des opportunités de croissance, d'acquérir une grande flexibilité opérationnelle ou de détenir des avantages concurrentiels par rapport à leurs pairs. Donc ces choix d'investissement s'apparentent à des investissements qu'on peut qualifier comme exploratoires, sur lesquels les firmes vont miser, leur permettant de garder un certain nombre d'options ouvertes, justement pour être mieux préparées, notamment dans ces contextes d'incertitude. Donc cette logique d'option réelle peut tout à fait s'appliquer à l'export et répond même aux conditions à des principes fondamentaux de cette théorie. Donc au premier principe qui est l'idée d'un investissement séquentiel où le mode d'entrée de l'export part justement en correspondant à une forme d'investissement exploratoire ayant pour but d'élargir progressivement ses débouchés de vente, ses parts de marché en direction des marchés étrangers. Et ce mode d'entrée permet d'avoir un pied sur un marché ciblé, tout en limitant les pertes potentielles ou en reportant un investissement plus conséquent en attendant une résolution d'incertitude, de meilleures conditions, la saisie d'opportunités de croissance, etc.
L'export répond aussi au second principe de cette théorie des options réelles, c'est le principe de réversibilité, la nécessité de faire que ces investissements soient relativement réversibles pour garantir justement la flexibilité pour la firme. Donc effectivement, donc par définition, l'export est un mode d'entrée moins exigeant en termes, moins engageant en termes capitalistiques et permet de justement préserver ce degré de réversibilité et ce degré de flexibilité pour la firme, notamment, qui est notamment très utile dans ces périodes d'incertitude. Donc, je le rappelle, l'idée principale de l'article, c'était de s'intéresser au fait que bien que l'exposition à un choc peut-être très localisée sur un marché spécifique, ces effets peuvent être ressentis par la PME exportatrice bien au-delà du marché touché, influençant l'ensemble de sa stratégie d'internationalisation. Et la PME, dans cette idée, a une vision beaucoup plus globale de sa stratégie d'internationalisation et prend en considération l'ensemble de son portefeuille de marché, donc l'ensemble des marchés sur lesquels elle opère, comme un portefeuille d'options disponible pour redéfinir, réadapter sa stratégie future. Donc, du point de vue du portefeuille de marché, deux options sont traditionnellement associées quand on étudie en management international. L'option de transfert dans le portefeuille de marché, les switching options, et les options de croissance, growth options. Donc pour les switching options, les options de transfert, donc par définition, ce sont des options qui permettent à l'entreprise d'atteindre le même objectif par d'autres moyens. Et quand on applique cette idée à la logique aux opérations d'export, cela se traduit par un portefeuille de marché relativement régionalement très dispersé, qui permet justement à la firme de transférer relativement rapidement ses ventes d'un marché ou d'une région à l'autre sans coût important si la PME détient un canal de distribution sur ces marchés. Donc dans cette idée de transfert d'options, donc grâce à un portefeuille d'options qui est régionalement très dispersé, la PME peut réduire son exposition à un choc localisé en déplaçant relativement rapidement ses ventes sur d'autres marchés potentiellement moins touchés. Dans le cas donc, des growth options, des options de croissance, qui aussi sont aussi une dimension de ce portefeuille de marché, représentent donc par définition des options qui offrent la possibilité aux firmes de saisir des opportunités de croissance. Et ces options de croissance s'apparentent aux opérations, lorsqu'on l'applique, cette logique aux opérations d'export, s'apparente à cet investissement incrémental, justement facilité par le mode d'entrée de l'export, qui permet de mettre un pied, d'avoir une forme d'investissement exploratoire, en augmentant progressivement ses efforts pour saisir justement des opportunités de croissance à mesure qu'on a une meilleure compréhension du marché, une meilleure compréhension des marchés, des acteurs, en attendant la résolution d'une certaine incertitude présente sur le marché. Donc dans cette idée, dans le contexte d'une exposition à une très forte incertitude causée par l'apparition d'un choc exogène sur un marché étranger, un investissement qui est relativement concentré et fort en termes de vente sur un nombre relativement réduit de marchés tend à réduire la flexibilité opérationnelle de la firme et tend à représenter une forme de surreprésentation de ces marchés dans le portefeuille total de la firme, et une forme de dépendance à ces marchés, et donc à surexposer la firme à ces marchés en termes de part de marché dans l'ensemble de son portefeuille. Donc ces switching options et ces options de croissance, ces growth options, mesurent donc deux dimensions du portefeuille de marché, la largeur pour les options de transfert, la largeur du portefeuille de marché, c'est-à-dire la diversité régionale des marchés dans le portefeuille de la firme, et la profondeur, à savoir donc la concentration, le niveau de concentration régionale de dépendance en termes de vente à une région, à une région spécifique. Donc l'idée de ce papier, c'est d'observer des changements dans la configuration de ce portefeuille de marché en termes de largeur, mais aussi de profondeur, lorsque la firme est exposée à différents niveaux d'intensité de choc.
Donc, on souhaite comparer d'un côté une intensité de choc une exposition à des chocs relativement faibles, c'est-à-dire dans l'hypothèse où on est confronté à des chocs moins fréquents, moins sévères, ou qui sont beaucoup plus localisés ou de plus courte durée, à des chocs, à une exposition à une intensité de choc beaucoup plus élevée, donc des chocs beaucoup plus fréquents, beaucoup plus sévères, en touchant un plus grand nombre de marchés. Et on s'attend à observer une variation dans les stratégies d'internationalisation, notamment reflétées par cette configuration du portefeuille de marché. Donc pour tester ces hypothèses, donc nous sommes basés sur un échantillon d'environ 3000 PME françaises exportatrices, avec plus de 12 000 observations sur une période longitudinale allant de 2015 à 2020, qui permet de tester voilà, dans le temps les effets longitudinaux de l'exposition à différents niveaux d'intensité au choc sur justement la stratégie d'internationalisation. Pour mesurer les variables dépendantes, c'est-à-dire pour mesurer la largeur du portefeuille de marché, mais aussi la concentration, la profondeur du portefeuille de marché, on mobilise deux indicateurs de dispersion régionale basés sur les marchés et de concentration régionale basés sur les ventes. Au niveau de la mesure de l'intensité du choc, on a construit une sorte de score d'exposition fondé sur différentes dimensions qui permettent justement de comparer directement différentes formes de choc. Donc, la première dimension est la dimension de sévérité du choc, c'est-à-dire un nombre de victimes. La dimension de fréquence du choc, c'est-à-dire un nombre total d'incidents liés à un type de choc. La dimension d'ampleur, à savoir donc la durée totale d'exposition à chaque type de choc. Et enfin, on a aussi compté une occurrence du nombre de marchés touchés par un type de choc. Donc, ça a permis de E- e- construire un score. Est-ce que, Manon, tu pourrais juste vraiment donner la définition de largeur et profondeur? Parce que je ne suis pas sûr de l'avoir bien Alors, comprise, s'il te plaît. Si tu peux largeur, revenir là-dessus pour notre ouais, auditoire. largeur, c'est vraiment l'idée de dispersion régionale du portefeuille de marché, c'est-à-dire la diversité de marchés présents dans notre portefeuille. Et la profondeur, c'est vraiment l'idée de concentration des ventes d'un haut niveau régional, c'est-à-dire en termes de chiffre d'affaires sur chaque marché. Merci, C'est, Manon. ouais. Ok. Donc au niveau des résultats principaux, donc pour un peu pour déjà se focaliser sur la première partie du graphe, donc dans l'idée que les PME sont confrontées à une faible intensité de choc. On observe que les PME tendent à accroître progressivement la dispersion régionale de leur portefeuille, c'est-à-dire la largeur de leur portefeuille, et tendent à réduire la concentration régionale de leur vente à l'export, savoir la profondeur de leur portefeuille. Donc cela s'explique par le fait que lorsqu'on est confronté à des chocs qui vont être de faible intensité, c'est-à-dire potentiellement des chocs de faible intensité, qui soient très localisés, de plus courte durée, les PME vont adopter une stratégie de diversification des marchés et de réduction de la dépendance en termes de chiffre d'affaires à ces marchés, réduction de la profondeur du portefeuille de marché. Dans l'idée de justement se reposer beaucoup sur la flexibilité offerte justement par une grande diversité de marchés présents dans leur portefeuille, pour justement transférer leurs ventes d'un marché à un autre, d'un marché touché à des marchés moins touchés. Dans la deuxième partie, donc lorsque les firmes sont confrontées à des niveaux d'intensité au choc beaucoup plus fortes, les PME vont au contraire donc progressivement diminuer la dispersion régionale de leur portefeuille, donc la largeur de leur portefeuille, et vont accroître la concentration régionale de leur vente à l'export, la profondeur de leur portefeuille. Donc pourquoi on observe ces résultats? Donc c'est que effectivement donc dans le cadre d'une exposition à des chocs de très forte intensité, donc c'est-à-dire des chocs avec un nombre de victimes beaucoup plus fort, des dommages beaucoup plus forts, potentiellement une durée beaucoup plus longue ou affectant beaucoup plus de marchés,
cela va accentuer le risque global pour les activités à l'export des PME. Et potentiellement, cette accentuation des risques beaucoup plus globale va avoir un impact beaucoup plus fort sur la performance internationale des PME et notamment et aussi sur la performance financière économique de ces firmes. Et engendrer des pertes financières et économiques. Et pour compenser ces pertes et maintenir justement les économies d'échelle offertes par les activités à l'export, les PME vont tendre à accroître la profondeur de leur portefeuille de marché en exploitant plus fortement les options de croissance, où les entreprises ont tendance à recentrer leurs efforts sur un nombre peut-être plus restreint de marchés afin de récolter les avantages nécessaires à soutenir ces économies d'échelle, grâce à une meilleure pénétration des ventes dans des marchés peut-être plus sûrs et mieux connus. En parallèle, on observe effectivement une diminution de la dispersion régionale, c'est-à-dire de la largeur du portefeuille, du nombre de marchés, de la diversité de marchés, qui est due à deux raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, on va avoir une forte complexité et des coûts associés à un portefeuille de marché extrêmement étendu géographiquement. Et le deuxième effet est qu'effectivement, cette forte intensité de choc tend à modifier l'attention managériale des PME et justement la nécessité pour ces PME de concentrer leur énergie, leurs ressources et leurs efforts pour faire face à ces chocs exogènes de très forte intensité. Donc, recentrer sur un nombre plus réduit de marchés pour exploiter plus fortement ces options de croissance. Au niveau des contributions managériales de cette recherche, donc tout d'abord, cette recherche met en évidence les effets effectivement systémiques des chocs sur la variation des réponses stratégiques apportées par les PME exportatrices. Donc effectivement, qu'ils soient localisés ou globalisés, les chocs exogènes influencent les stratégies d'internationalisation en incitant les PME exportatrices à redéfinir, réadapter leur comportement à l'export. Et cette réadaptation des comportements à l'export se traduit, notamment reflétée par le portefeuille de marché, par justement une variation dans les réponses stratégiques, donc allant d'une stratégie de dispersion du portefeuille de marché dans des situations de plus faible exposition au choc, apportant de plus fortes capacités de flexibilité opérationnelle en diversifiant les marchés, diversifiant les débouchés sur lesquels la firme est présente, allant à une stratégie de repli, un repli stratégique sur un nombre plus concentré, rapproché de marché, dans des situations de plus forte exposition au choc, reflétant des opérations à l'export moins étendues géographiquement et des marchés beaucoup plus explorés en termes de chiffre d'affaires. La deuxième contribution est effectivement donc une prise de conscience des dirigeants et des structures d'accompagnement à l'export. Effectivement, donc, ce qu'on constate actuellement, c'est que l'évolution des formes de choc, l'accroissement de la fréquence et de la sévérité d'apparition de ces événements tendent à réduire effectivement leur caractère exceptionnel. Et nos recherches contribuent à voir au-delà de l'estimation des risques moyens, des risques pays, des risques assez traditionnellement étudiés sur les marchés étrangers, à être mieux préparés à des événements plus complexes, à faible probabilité et fortes conséquences, ainsi qu'à leurs répercussions en cascade, directes comme indirectes, sur les activités internationales des entreprises. Et enfin, au niveau des contributions, on peut aussi contribuer à développer des outils de préparation et de gestion de l'incertitude, notamment en adoption cette approche par Garbage Can View, donc c'est-à-dire ou dans cette approche par option, dans la logique des options réelles, où les solutions sous forme d'investissement dans différentes configurations du portefeuille de marché offrent des solutions qui préexistent aux problèmes futurs pour pouvoir justement opérer les meilleures décisions stratégiques possibles et saisir les meilleures opportunités de croissance, notamment dans des contextes de forte incertitude. Aussi, donc l'internationalisation, on montre aussi l'importance de l'internationalisation, donc qui effectivement apparaît au début de ma présentation comme effectivement l'internationalisation comme un phénomène qui expose davantage les entreprises à différentes formes de chocs,
Mais l'internationalisation et notamment l'exportation est aussi un moyen pour les PME de gérer l'incertitude, gérer ces chocs, justement en diversifiant ses débouchés, en offrant un large portefeuille d'options pour lesquelles la firme peut se reposer dans ces contextes notamment d'incertitude locale, voire internationale. Et enfin, nos recherches contribuent aussi à mettre en lumière effectivement les comportements stratégiques des firmes de plus petite taille, les PME exportatrices, qui n'ont souvent aucun plan de gestion de choc préétabli et qui sont souvent ignorées par les institutions et les pouvoirs publics, notamment en temps de crise. Et justement, par la formation, par la sensibilisation, mais aussi par le partage d'expériences entre pairs, les structures d'accompagnement à l'export, la Fabrique de l'export, BPI France, les CCI, grâce à une meilleure compréhension des comportements, de la typologie des types de chocs, des types de réponses, des types de conséquences aussi, participent également à la préparation organisationnelle face au choc. Je vous remercie pour votre attention et voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'est une recherche qui est assez académique. J'ai essayé autant que possible de développer des contributions managériales, concrètes et pratiques, mais voilà, je voulais aussi avoir votre retour sur ces contributions. Alors, merci Manon pour cette excellente présentation.